Bonjour Ophélie, Bonjour. on va évoquer un sujet un peu tabou, il faut se le dire, l'argent avec toi aujourd'hui. On va revenir sur ton parcours professionnel, ta réinvention professionnelle, voilà, parce que tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat, tu as créé ton média Frico Féminin et puis tu es une spécialiste du rapport à l'argent et tu aides les femmes à atteindre leur liberté financière. Donc voilà, on a plein de sujets à évoquer. Si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi, nous dire qui tu es, la femme que tu es, la professionnelle, la maman aussi? Alors Ophélie, je suis la créatrice de Frico Féminin, mais avant tout ça, je suis passée par différentes casquettes, celle d'économiste, celle d'appui à la création d'entreprises, celle de la conseillère qui lève des fonds, celle de la femme qui va récupérer de l'argent pour le prêter aux entreprises, celle qui va négocier pour justement aider des élus, des entrepreneurs à mettre en place les projets de leurs rêves. Bref, j'ai été dans une première partie de carrière une femme dans des milieux très masculins qui sont des milieux liés à l'argent Mm. parce que alors que rien ne m'y prédestinait, je suis devenue économiste assez tôt et j'ai plongé dans la marmite bouillonnante des questions d'argent, de levée de fonds, de financement et d'appui à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant toute une première partie de vie professionnelle et puis à 40 ans, je me suis dit que j'allais repêcher mes rêves parce que je suis une femme, une femme visionnaire, une femme qui avance, une femme qui a besoin de se réinventer, une femme qui a besoin d'y aller à l'envie. Chez moi, le côté ronflant et la zone de confort, elle fait partie des choses qui m'épuisent le plus. Et créer, inventer, aider, impacter, ça fait partie des choses qui, au contraire, me nourrissent et me motivent le plus. Donc à 40 ans, j'ai réinventé ma vie pro. J'ai créé un média parce qu'en fait, j'avais eu ce vieux rêve à l'époque qui était de devenir journaliste. Et puis à l'époque, c'était très compliqué d'être journaliste, et notamment parce qu'il D'accord. fallait avoir beaucoup de fric. Mm, mm. Ça coûtait cher, c'était complexe et je n'en avais pas. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis destinée vers des études d'économie pour comprendre ces sujets liés à l'argent parce que dans ma famille, eh ben, on m'avait rien expliqué là-dessus et je Mm. n'en avais pas, j'avais les poches vides. Et du coup, j'ai créé ce média frico-féminin, notamment pour aider des femmes, parce que moi-même, je suis une femme, parce que quand dans mon métier d'appui à l'entrepreneuriat, au financement, à l'investissement, j'ai vu arriver les premières femmes sur ce sujet, ça a été tard. J'ai vu que ça bloquait chez nous et ça bloquait sur des questions émotionnelles et de transmission par notre environnement, par la société, par nos parents, autant que du comment. Donc j'accompagne les femmes à lever leur blocage, ça c'est la partie relation à l'argent. Donc maintenant j'aime bien dire que je suis devenue fricologue pour femmes libres, J'adore le c'est-à-dire terme. J'adore. j'aide des femmes à apaiser et libérer leur relation à l'argent parce que ça commence par ça commence pas par le comment, ça commence par lever ce qui nous bloque à l'intérieur de nous. Mm. Et moi-même, alors que j'étais une spécialiste du comment, ce qui m'a le plus auto-limité et bloqué, c'était pas le comment, parce que je savais comment faire, c'était moi. Ben oui, oui, non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, voilà, j'accompagne sur ces questions-là autant que sur le comment. Et sur le comment, on se crée une vie sur mesure, une vie inspirante, et pas toujours que le absolument plus et le plus de rentabilité, mais surtout le plus aligné à soi, parce que les femmes, on est très souvent attentives à cette question qui est de se créer une vie qui nous ressemble. Pour la plupart, on attaque comme moi sur une première partie de carrière en étant des bonnes élèves, en faisant les choses comme il faut, et puis généralement vers 40 ans, on se rend compte qu'en fait, on a bien respecté les règles et Et que qu'on est maintenant, c'est relativement bon. à genoux. Et moi aussi, j'ai fini à genoux comme pas mal. Ben, Et je me suis dit qu'il allait falloir que je fonctionne autrement et que je fonctionne autrement aussi pour incarner ce que je voulais transmettre à ma fille, qui était ma fille. Toute ta vie, tu peux réinventer ta vie, sois bien dans tes pompes, autorise-toi tout ce que tu as envie de vivre, et c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai vu aussi que dans sa propre vie, ça lui a ouvert un domaine des possibles absolument dingue. Et puis j'aime bien dire, en fait, je suis une voyageuse de la vie. Moi, j'ai déjà déménagé 24 fois dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a waouh, 24 fois. besoin de se réinventer. Ouais. Et Mais ça c'est beau aussi, parce qu'on est pleinement dans le fait d'être actrice de sa vie, en fait. oui. Puis, ben, en fait, déménager, c'est s'autoriser à recommencer à zéro. Ça, je vois pas mal de personnes qui ont du mal avec cette idée-là de se dire, ah mon Dieu, quand même, recommencer à zéro. En fait, recommencer à zéro, ça a un moteur de vie, ça veut dire se laisser la possibilité d'évoluer Ouais, et c'est un super dynamisme, de effectivement, créer ouais. quelque chose qui nous ressemble, parce qu'en fait, Mm. on évolue. Hein. Moi, je ne suis plus la même femme que ce que j'étais à 20 ans, même Bien maintenant à sûr, 40 ans. Et ça, ben, je pense et heureusement. que
Nos mères et nos grands-mères n'ont pas eu cette possibilité de Mmh. réinventer leur vie. Maintenant, c'est possible pour tout le monde. Faut-il s'autoriser à le faire? Et souvent, on se sent bien dans ses pompes quand on fait ça. Ouais, exactement. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours professionnel et puis après, plus tard, on évoquera tout ce rapport qu'on a à l'argent, ce qu'on transmet aussi à nos enfants. Tu nous parlais de ta fille tout à l'heure. Pour comprendre sur ton parcours professionnel, donc tu nous le disais, tu es économiste de formation, tu as évolué d'abord dans le salariat à plusieurs postes, à plusieurs niveaux, mais toujours enfin, aux côtés des porteurs de projets, enfin, tu baignais déjà un petit peu dans cet univers de l'entrepreneuriat finalement, mais tu étais de l'autre côté. Et tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, de créer ton média. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as eu un déclic en particulier où tu disais, voilà, j'ai fini à genoux, j'en pouvais plus? Ou est-ce que ça a été un cheminement un peu plus long? Comment ça s'est passé pour toi? Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su qu'à un moment ou à un autre, Hmm. c'est ce que je ferais et que justement, j'ai démarré en accompagnant les autres parce que je me suis fait la main aux côtés des autres. J'ai appris sur le terrain. C'était ma manière à moi de le faire en mettant quelque part les mains dans le cambouis du moteur de l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui t'y prépare, hein. Il n'y a pas de formation à l'entrepreneuriat qui t'y prépare. Il faut lever le capot et mettre les mains dans le moteur. C'est ce que j'ai Exactement. fait pendant des années jusqu'au moment où justement, je me suis rendu compte qu'avec les business web, il devenait possible de respecter son énergie, son temps, tout en ayant un business qui fonctionne bien, parce que j'ai vu beaucoup de personnes aussi se cramer, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, Hmm. c'est-à-dire ne faire que travailler, être dans une course un petit peu à l'échalote, derrière Et le ça client ne de plus. fonctionne pas. Et Non. c'est pas ce que je voulais pour moi, Hmm. parce que la question, enfin dire de l'équilibre de vie, c'est aussi, ça a été un des moteurs de ma reconversion Hmm. ou de mon glissage, on va dire, vers l'entrepreneuriat, a toujours été pour moi important. J'ai pas décidé de sacrifier quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé de tout avoir. Et notamment, j'ai eu besoin de mieux me respecter parce que finalement, à 40 ans, quand tu regardes des études sur le travail, on t'explique que finalement, il ne faudrait pas se bosser à mi-temps. Et c'est vrai, on change. J'ai ressenti aussi que je ne pouvais plus courir en Hmm. réunion le soir, et je n'en avais d'ailleurs pas envie. Je n'avais plus envie de faire de réunion, et le salariat allait m'imposer de le faire. Et puis, j'ai fait le calcul aussi, c'est un dernier sujet, de mon propre rapport à l'argent, de qu'est-ce que j'avais créé chez les autres, c'est-à-dire les entreprises que j'avais conseillées, qu'est-ce que j'avais rapporté comme argent aux structures qui m'avaient embauché en tant que salarié, et qu'est-ce que Et qu'est-ce moi que je toi, tu gagnais en avais? pour le nombre d'heures que je travaillais. Et là, Et là, je me ça fait suis peur. dit que vraiment, j'avais un Hmm. grain. J'étais masochiste et que j'allais soigner ce problème-là, que j'allais en aider d'autres à le faire et que j'allais créer mes propres solutions parce que avoir aidé autant de personnes à avoir des résultats aussi dingues, ça veut dire que j'étais capable de faire au moins aussi bien pour moi. Et donc, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, puisque tu avais déjà quand même une expertise sur le sujet, concrètement, par quoi tu as commencé alors? Comment tu as procédé? Alors moi, j'ai commencé par faire, parce que la plupart des personnes commencent par apprendre. Et en fait, l'entrepreneuriat, tu peux apprendre ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, mais eh bien, il n'y a que le test Il faut rapide tester. Hmm. et l'adaptation continue qui va apporter des résultats. Mais déjà d'un point de vue financier, quand tu es parti, tu avais négocié une indemnisation, tu avais une rupture conventionnelle, tu avais Alors quelque moi, chose? je parle de liberté financière, donc j'avais commencé à organiser des choses par rapport à moi Voilà, en me c'est ce que... disant Hmm. qu'un jour, voilà, je fais partie de ces gens qui ont compris aussi que, d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est pas que l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir organisé le fait, comme chaque être humain, Exactement, d'avoir une la épargne question de finance. précaution, un système C'est ça, d'investissement, ainsi de suite, parce que la vie, elle évolue. tout à fait. Voilà, donc j'avais aussi cette idée de me dire, un jour dans ma vie, j'aurai envie de changer, on verra de quelle manière et organiser les choses en ce sens-là. Et Hmm. d'ailleurs, je vous invite aussi, et c'est le discours que je tiens chez Frico Féminin, à réfléchir en ce sens-là. C'est-à-dire que l'idée du CDI à vie et de la retraite assurera ma sécurité, c'est ce que nos parents nous ont transmis parce que c'était vrai à la période des 30 glorieuses et qu'eux ont évolué dans ce système-là. Aujourd'hui, c'est mort. Eh oui. Je l'ai vu et je l'ai compris avant les autres. Donc, je l'ai organisé pour moi, ce qui m'a permis aussi de glisser tranquillement. Ok, d'accord. Donc, parenthèse fermée. Donc, tu nous dis, tu te lances dans l'entrepreneuriat et donc tu as fait, tu as testé et donc tu as commencé par quoi en fait?
Alors, à partir du moment où vous apprenez, partagez, commencez à connecter. C'est pour ça que j'ai créé aussi un média avec du contenu, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans l'économie du partage, dans l'économie du service, plus que l'économie de la production, qui était celle que voilà aussi les 30 glorieuses ont connue. Vous avez une idée de projet entrepreneurial, commencez à publier autour de ce que vous apprenez sur le sujet, commencez à aller vous connecter des personnes, parce que ce qui va vous apporter, c'est un, d'être visible, Mmh. deux, d'être considéré comme étant l'autorité de référence sur votre sujet, et ça met 30 secondes à se bâtir quand même, trois, de côtoyer des vraies personnes et d'être identifié comme étant quelqu'un qui a quelque chose de pertinent à dire sur ce sujet, et quatre, ça vous permettra d'écouter et de voir quels sont les réels besoins et pas l'idée que vous vous en faites. Parce que souvent, on se fait une idée et la réponse que les gens attendent, c'est tout autre chose. Mmh. Donc, j'ai rétracté le temps, c'est-à-dire que moi, j'ai directement lancé, là où pas mal de personnes tournent à vouloir faire quelque chose de pas fait, à vouloir écrire le résumé du livre avant d'avoir vécu On se l'histoire. rassure comme on peut. Et ça, C'est c'est l'illusion du exactement. contrôle. C'est un des biais qu'on a tous et toutes. Pourquoi? Parce que, en fait, des fois, on a eu, et moi-même, hein, j'ai eu des jobs qui étaient très, très cadrés, où il fallait ne pas sortir des cadres. C'était violent pour moi de mettre un coup de pied là-dedans, ainsi de suite. Mais pour autant, dans l'entrepreneuriat, ça marche pas ce truc-là, Mmh, hein. Il mmh, mmh. faut agir, voir comment ça fonctionne, comment ça réagit, se connecter à des personnes et Rebondir. s'adapter. Et moi-même, aujourd'hui, ce que je Exactement. fais, c'est pas du tout ce que je pensais il y a quelques temps. Et c'est OK pour moi. Finalement, ça me va même plutôt mieux. C'est-à-dire, après, tu as évolué qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? C'est-à-dire que les premières prestations, les premières idées, les premières choses que tu vas Mmh, proposer sont pas du tout ce qui oui, va tu affiné accrocher. l'accompagnement, Et bien sûr. Et des fois, tu es étonné de voir les réactions. Même, tu vois, par exemple, ne serait-ce que sur la production de contenu, sur la chaîne YouTube de Frico Féminin, aujourd'hui, les vidéos qui font des dizaines de milliers de vues, c'est rigolo. C'est, entre guillemets, les plus dégueulasses, les plus minimalistes, Les les plus plus vrais, simples, les c'est plus ça. vrais. On est juste des femmes authentiques qui discutons avec les yeux qui brillent. Et à l'époque, quand j'ai publié ça, mais tout le monde m'a dit, mais t'es dingue, mais des effets, ainsi de suite. Je dis, bah non, déjà, c'est pas moi. La femme à qui je m'adresse, c'est une femme qui va me ressembler, donc on va dire plutôt plus de 40 ans, elle ne se reconnaît pas dans ces standards sur YouTube de femme parfaite, voilà, donc il faut que ce soit incarné. Mmh. Et ça fonctionne pour ça, parce que j'ai aussi pris voilà, ce parti de se dire, il y a une place, si tu ne suis pas les 90% tu ne deviens pas un copycat. Et ça, je le vois aussi dans l'entrepreneuriat. Un des travers des personnes qui démarrent, c'est de calquer les réponses des autres, c'est de Et oui, calquer les modèles des autres. Et ouais, c'est toutes les surtout pas ça qu'il faut stratégies. faire. Il C'est faut ça. s'autoriser être une sale gosse, à faire un truc qui est pleinement incarné parce que ça te distingue des autres. Ça attire à toi les personnes de manière magnétique, alors que sinon, il n'y a rien de pire que d'être chiant ou chiante, d'être lisse Oui, et et puis au bout d'un moment, on de s'y te noyer retrouve dans la pas. masse. Ouais, exactement, c'est ça. Pour en revenir à ce fameux rapport à l'argent, voilà, toi comme moi, je pense qu'au quotidien, on croise des femmes qui nous disent que lorsqu'elles voilà, elles veulent entreprendre, mais clairement, elles ont cette peur financière, peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre de l'argent, et qui finalement sont complètement paralysées et ne se lancent pas. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces femmes? Est-ce qu'on arrive vraiment à vaincre ces peurs pour arrêter d'être paralysé comme ça? Alors moi, justement, je les accompagne là-dessus dans le temps parce que généralement, la peur, elle est héritée de nos mères et de nos grand-mères aussi, puisque avant 65, les femmes avaient éventuellement la possibilité de gagner de l'argent, mais pas d'en disposer, et surtout pas de l'investir. Mmh. Aucune maman ou mamie ne savait investir le cash. Du coup, quand tu décides d'aller vers l'entrepreneuriat, ça vient bouleverser ton système de construction qui est oh mon Dieu, je me mets en danger. Donc là, tu vois arriver le requin des dents de la mer, quel que soit le montant que tu es sur ton compte en banque, hein, parce que tu peux avoir 300 000 balles, c'est-à-dire X années de rémunération sur ton compte en banque, Ça tu ne vas veut rien dire. ressentir Ouais. l'insécurité de la même manière que si tu avais zéro. Pourquoi? Parce que on t'a expliqué quand tu étais enfant qu'il fallait avoir un travail et un salaire à la fin du mois. Or, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu l'as pas tout de suite. Donc, c'est angoissant.
Tu as souvent, quand tu as des indemnités, quand tu es au chômage, l'échéance du moment où ce truc-là arrive, tu dis, mon Dieu, il faut absolument que. Or, ce que tu ne vois pas, c'est que quand tu commences ton projet d'entreprise, bah, ça va amener à toi une somme d'opportunités que tu n'es même pas capable d'imaginer, qui fait que bah, à la fin de tes indemnités, ce sera ça ou autre chose. Mais en fait, comme tu te serais mis en mouvement, ça C'est va pas encore avoir créé prédictible. Exactement. voilà, ça va avoir créé une somme de possibles. C'est pour ça que plus vite tu te mets en mouvement, Mm. plus vite toutes ces opportunités vont pouvoir arriver. Et puis, bah, le rapport à l'argent, la plupart des femmes ne se posent pas cette question tant qu'elles ne seront pas parties dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on démarre dans la vie professionnelle, on en gagne, on nous a dit qu'il fallait en mettre de côté. Dans le meilleur des cas, on en met de côté. D'ailleurs, on n'en fait rien du tout. Ou on achète sa résidence principale, on compte gel en pensant que c'est un investissement. Mais en fait, la résidence principale n'est qu'une réserve de valeur. Ça devient un investissement le jour où tu la vends. Pour la plupart, bah, vous ne la vendrez jamais. Donc voilà. Donc et ce système-là te met pas plus en sécurité, puisque ce qui te met plus en sécurité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc à la limite de monter plusieurs business. Et ça, on nous l'a pas appris parce que on réfléchissait pas comme ça dans les générations précédentes, parce que bah, c'était pas possible d'avoir des activités qui étaient relativement déconnectées de notre temps de travail. Ce qu'on appelle les revenus passifs, c'est quelque chose qui est récent. Moi, je veux dire, il y a ne serait-ce que 15 ans, les revenus passifs, on en parlait pour l'immobilier, mais il n'y avait pas différentes possibilités de développer des projets qui pouvaient amener de l'argent en automatique. Et j'ai beau en parler, pour autant, la plupart des femmes avec qui j'échange, pour elles, c'est lunaire ce sujet-là, parce qu'elles ne connaissent personne qui le Alors même fait. qu'on a l'impression que c'est complètement démocratisé à ce jour, quoi. Et On oui, a parce l'impression que quand même d'en parler un peu plus, de l'entendre comme ça, mais de se l'appliquer à soi, c'est encore difficile. Et oui, parce que bah, je vois là, hier j'en parlais encore avec quelqu'un, pour cette personne, gagner de l'argent, c'était forcément vendre des objets. Bah non, c'est plutôt vendre des services, vendre des abonnements, vendre voilà. Mm. Enfin, et là, bah du coup, c'est pas ton temps de travail, t'es pas obligé de travailler dur. Et là, c'est toutes les croyances qu'on a sur l'argent, puisque bah, pour la plupart, on nous a élevés à être des bonnes élèves. Or, être une bonne élève aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui rapporte de l'argent? Non, je crois pas. Moi, j'étais une très bonne élève, j'ai eu de très bons résultats scolaires et c'est pas ça qui m'a apporté de l'argent. Ça m'a Mm. plutôt apporté quelque chose qui ne m'a pas du tout aidé dans l'entrepreneuriat, qui était d'être un peu perfectionniste, voire soupe au lait sur certains côtés. C'est dur de s'en défaire, hein, n'empêche, parce que moi j'ai ce travers un peu aussi, et au début c'était très très dur, quoi. Et oui, oui, il faut apprendre à tomber la veste et faire des choses Exactement, parfaitement imparfaites, mais qui fonctionnent, et c'est ça. progresser en avançant. Et ça, des fois, c'est se faire violence. On nous a appris à travailler dur. Alors, dans l'entrepreneuriat, il faut surtout pas travailler dur, parce que sinon, tu Tu tiens t'épuises. pas. Et au bout de la deuxième année, bah, tu en as ras-le-bol de ton projet entrepreneurial, tu n'as qu'une envie, c'est de le passer par la fenêtre avec ton ordinateur. Mais après, on a tellement cette vision autour de nous. Tu nous parlais tout à l'heure des différentes stratégies copier-coller, etc. On est complètement matrixé par tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, gagner 10 000 euros par mois en 30 jours. Et donc, on a l'impression que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on fait quelque chose qui va pas et donc on redouble d'efforts alors que ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, ça, c'est aussi un des biais qu'on a quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vision court terme, vision long terme. Hmm. Parce que bah, quand tu démarres de zéro, oui, t'as pas le système lissé qui arrive en automatique du jour au lendemain, hein, ça se bâtit. On a aussi ce travers quand on était salarié, qu'on associait l'argent au fait de se pointer. On se pointait, on avait de l'argent quelque part qui tombait à la fin du mois. L'entrepreneuriat, au démarrage, tu vas agir tous les jours, mais c'est pas dit que ça tombe tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as un décalage entre le moment où tu travailles ton propre terreau intérieur, c'est-à-dire toi, et tu lèves tes blocages et tu poses les bonnes actions alignées. Donc déjà, il faut les trouver, il faut lever les blocages, Et- il faut trouver et- les actions qui sont alignées pour toi et la bonne formule pour les autres. Après, il faut planter les graines progressivement, et dans tes graines, bah, il y en a qui vont rien donner. Il faut arroser et laisser passer les saisons, et là, tu as un bel arbre c'est avec ça. des fruits dessus, et même un jour, tu as une forêt. Mais tu aimerais avoir le haricot magique, comme un peu la tante Quechua, tu sais, tu le lances en l'air, et hop, c'est déjà prêt, et ça te Ça ramène serait génial. les fameux 10 000 balles par mois depuis ta piscine, le truc qu'on te vend sur Internet. Or ça, Mais bah non. oui, ça fonctionne pas, c'est clair, et d'ailleurs, ça fonctionne pas pour soi. Non. Et il faut accepter aussi de franchir des marches, mais c'est gratifiant aussi en termes de confiance en soi. Je vois énormément de femmes qui me disent je manque de confiance en soi. Et ben, la confiance en soi, elle se bâtit dans l'action. Ouais, Mesdames, ça, moi-même, clairement.
J'ai eu un syndrome de l'imposteur absolument monumental. Je le vois chez les femmes que j'accompagne. Celles qui ont le plus gros syndrome de l'imposteur, c'est les plus diplômées, c'est les plus brillantes, entre guillemets. Donc, c'est même un peu un défaut, des fois, d'être intelligent dans l'entrepreneuriat parce qu'on Tu se te pose poses trop de trop de questions. questions. Oui, c'est ça. Exactement. Et voilà, ça tourne, hein. Donc, il faut sortir du mental pour passer dans l'action. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui l'a fait, qui dit non, mais là, t'arrêtes, tu vas. Tu vas, c'est pas grave, il va rien t'arriver, t'inquiète pas. Tu as besoin de ne pas te brader, et ça, bah, selon les métiers dans lesquels on a évolué, des fois, la négociation sur les prix, notamment par exemple si tu as bossé dans le public, des choses Hmm. comme ça, tu n'avais pas le droit de négocier les tarifs. Oui, et puis on n'a T'avais- pas été habitué en plus en tant que femme à parler d'argent. Enfin, c'était plutôt rare, quoi. et ben, c'est extrêmement tabou même. Donc du coup, la négociation sur l'argent, bah, là, ça devient quelque chose qui est dans ton ADN Hmm, et hmm, sur hmm. lequel il faut que tu sois vraiment à l'aise, parce que si au moment d'annoncer ton tarif, tu deviens rouge comme une T'as des piouane, sueurs froides, et c'est tu vas ça. te cacher sous le tapis, il y a peu de chances que l'autre en face signe Ouais, direct. Et exactement. ça, bah, ça se produit dans à peu près 99% des cas, puisque la plupart ne l'ont pas fait. Et puis, bah, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut commencer à agir, investir sur soi. Euh, et tu récoltes en différé. Hmm. Et il y en a pas mal qui me disent, ah bah, j'investirai quand j'aurai. En fait, tu n'auras jamais. Ben Tu vas oui, repartir au salariat. Et ça, c'est aussi un biais. C'est un biais qu'on a dans notre relation à l'argent. Donc, ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut réinterroger des hmm. choses et c'est indispensable. Tu peux pas faire autrement que d'en passer par là. Sinon, bah, tu repars dans la case salariat où tu es une entrepreneur galérienne. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui galèrent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles n'ont pas fait un travail sur elles avant Hmm. tout. Ah bah oui, non, mais c'est crucial, c'est vraiment important. Je crois que tu peux pas réussir sans travailler sur ton état d'esprit, ton mental, quoi. C'est clair. C'est Et pas donc, juste faire, c'est être quelqu'un de différent. exactement. Et donc au final, est-ce que, parce que tu nous parles de tout cet héritage qu'on a, cet héritage familial, culturel, social, est-ce qu'au final, on peut vraiment changer son rapport à l'argent malgré toutes ces croyances qu'on a qui sont très fortement ancrées, on peut le dire, en nous? Est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire ce switch sur le rapport à l'argent? Ah bah oui, par contre c'est progressif parce que Mmh. généralement, je le vois moi chez les personnes que j'accompagne, ça a également été mon cas dans ma propre vie. Des fois, tu as 300, Mmh. en fait, tu as une grappe, tu as un bloc de croyances limitantes qui tombent les unes après les autres. La même chose, dans ton évolution, bah, tu seras entouré de... La meilleure manière d'y arriver, c'est de s'entourer de personnes différentes aussi. Bien On ne se sûr. rend pas compte qu'on est extrêmement poreux à notre environnement et notre entourage. Si les personnes autour de toi pensent que c'est pas très bien d'avoir de l'ambition, que mon Dieu, dépenser 15 balles, c'est déjà trop, que les gens riches sont vraiment des gens abominables, Ah, ils te en renvoient fait, leurs propres craintes, en fait, hein. et tu t'en rends pas compte, mais c'est comme Mmh. de mettre du poison dans ton verre tous les matins. Mmh, mmh. Tu Que te du bonheur. sabotes. C'est Tu te ça. sabotes, il te sabote. Et la même chose, on a ce que j'appelle une norme intérieure, une espèce de baromètre lié à l'argent qui fait que au démarrage, eh ben, tu te sens un peu gêné de facturer tes premiers 100 euros. Il faut que tu y crois si Mmh, tu l'as mmh, jamais mmh. fait. Et puis c'est parce que tu as fait ça et que toi-même tu t'es autorisé à investir sur toi 100, 200, 500, puis 1000, puis 2000, puis 3000, que tu vas voir aussi ta trésorerie, ton chiffre d'affaires grossir dans ton entreprise. Donc c'est progressif et c'est comme ça qu'un jour tu iras chercher des missions à 15 000, 30 000, 50 000, 100 000 parce que ta propre échelle de valeur, ta propre norme va évoluer. Et par exemple, eh ben, si on se disait combien est-ce qu'il est normal pour toi de dépenser pour un chemisier, alors tu me diras, bah, c'est peut-être 15 balles, 50 balles, 100 balles ou 150 balles. Et dis-toi bien que pour quelqu'un d'autre, ça sera complètement différent. Bien On a sûr. tous une notion Mmh. de norme. Et cette norme, il faut la faire évoluer doucement, tranquillement, sûrement, parce que sinon, ça met notre système nerveux en mode En panique tension. attaque, en Ouais. tension. C'est physique, c'est énergétique. Et bah, ça veut dire qu'il faut une forme de progressivité. Alors oui, c'est tout à fait possible, mais ça se fait dans la durée. En moyenne, du coup, les accompagnements, c'est sur combien de temps pour se Alors, rendre compte un petit peu de la progression? moi, sur les personnes que j'accompagne sur à la fois le rapport à l'argent et avoir un business qui décolle, parce qu'il n'a pas réellement décollé et qu'elles ne gagnent pas réellement leur vie avec, généralement, on le fait sur une année. Comme ça, au moins, Ouais, on c'est ça. re-questionne tout. C'est ce que Tous je les fais mois, on aussi. pose des actions et puis c'est cool. Et on ne se fait pas violence, hein. Le but, juste Mmh. pas de se faire violence non Mais c'est plus, ce hein. qu'il faut, ouais. Et quelle est l'erreur classique, entre guillemets, que tu vois, l'erreur financière classique que tu vois chez les femmes qui se lancent? C'est ça, c'est ne pas investir sur elles? Bah oui, Ou il y a autre voilà. chose? Alors, c'est ce syndrome de la bonne élève. Quand on était élève, on nous a dit que, enfin, on a appris à travailler seul.
À Oui, croire c'est qu'on vrai. va réussir tout seul. Et puis souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se dit, je suis une femme forte, donc je vais réussir seule. Ben ça marche plus. Et c'est un des travers de l'école aussi. Il faut pas copier sur les autres, pas machin. On n'est pas dans une dynamique de construction collective. On pense qu'on doit tout savoir soi. En fait, non. Arrêtez là le truc de la femme orchestre. Alors on le fait à la maison, souvent on est un peu femme orchestre là. Les gamins, la nourriture, on est des multitâches. Ouais, mais alors Hmm. dans l'entrepreneuriat, les multitâches, ça fonctionne pas parce qu'en fait tu te concentres sur ce qui rapporte pas de valeur dans ta boîte plutôt que de te concentrer dans ce qui rapporterait de la valeur à toi, à ton client ou ta cliente, et du coup de maximiser le déploiement de ton entreprise. Donc le mythe de la multitâche, ça fonctionne pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et puis oui, ben c'est se dire j'investirai quand ça marchera, et du coup ça marchera jamais. Il faut commencer à investir, Ouais. surtout au démarrage, parce qu'après, une fois que tu es mis sur les rails, justement, que tu as lâché ton perfectionnisme, qu'elles sont tombées toutes ces croyances limitantes sur toi, sur la réussite, sur l'argent, tous ces trucs qui t'auto-sabotent, c'est bon, t'es parti, tu franchis tes marches tranquillement. Mais Ouais, si c'est tu le ça. fais pas, tu continues à penser que c'est que le comment, cette fameuse formule magique, cette stratégie miracle qui te sauverait. Tu accumules les formations parce que tu dis, ah, j'aime apprendre. Oui, mais c'est pas apprendre qui va. Il faut Euh, y aller. Ouais, c'est ouais. faire et de la bonne manière pour toi et la personne que tu as en face de toi. Bah, c'est là où l'accompagnement est hyper important, quoi. C'est un soutien non négligeable et ça te permet justement d'être un petit peu en confiance, on va dire, pour passer à l'action. Et ça aussi, j'ai pas mal de personnes qui me disent je ne me fais pas confiance. Et je ne sais pas si tu as lu ce livre de Charles Pépin qui est La confiance en soi et Bien la sûr, philosophie. La confiance, c'est un muscle social. Moi-même, j'ai c'est cru ça. pendant des années que la confiance était un peu comme du bodybuilding, tu sais. Tu soulevais des poids de confiance tous les matins là et tu l'avais, ce Ah. truc-là, et c'était bon, c'était acquis pour la vie. Non, 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 ça se travaille. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que tu avais confiance en toi le jour où tu avais autour de toi des personnes à qui tu pouvais faire confiance, qui t'aidaient à évoluer dans la vie et qui te renvoyaient le fait qu'elles croyaient en toi et qu'elles te faisaient confiance. Et là, tu avançais de manière exponentielle. La confiance en soi, elle vient dans l'action et c'est aussi un muscle social. Donc, si Hmm. vous pensez que c'est juste en vous répétant des choses devant le miroir dans votre coin que vous allez y arriver, ben, ça fait une partie du truc. Votre subconscient va commencer à croire à un certain nombre de choses, mais ça fait pas la totalité. Ouais, bien sûr. Tu parlais beaucoup de l'héritage, de ce qu'on transmet. Selon toi, c'est quoi une relation saine qu'on peut avoir avec ses enfants par rapport à ce rapport à l'argent? Déjà, c'est en parler, c'est que ce soit pas tabou. Hmm. C'est en parler sans commencer par les autolimitations. 99% des gens vont parler d'argent en termes négatifs et auto-limitants. Et c'est expliquer à nos enfants que parfois, quand on n'a pas l'argent, on peut le créer, on peut aller le chercher, on peut demander, on peut le lever. Dernièrement, moi-même, ma fille voulait acheter, on va dire, un matériel assez onéreux. Et ben, on a fait une levée de fonds familiale pour le faire lors de son anniversaire, avec un budget, avec tout ça. Elle a appris à monter sa première boîte. L'argent, elle ne l'avait pas. Je lui ai pas dit non, c'est pas possible, je ne veux pas te payer Hmm. cet objet-là. Après tout, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant dans le cadre de ses études, ainsi de suite. Donc, on l'a vu comme un investissement. On s'est dit, bah, c'est peut-être pas ce mois-ci qu'on va le faire. Ce sera peut-être le mois d'après ou dans 1, 2, 3 mois. Et tu mis ça dans les cadeaux de ton anniversaire plus Noël. Mais à un moment ou à un autre, ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est jamais qu'une question de temps. Ne mets jamais un de tes rêves ou une de tes envies sous le tapis parce que tu n'as pas l'argent. Apprends à réfléchir et à te dire comment ou Hmm. Tu chez la qui je peux responsabilises en fait. aller le lever. Hmm. Et c'est aussi se dire, et moi j'ai toujours réfléchi comme ça, quand il y a des choses que je ne peux pas faire à l'instant T, je me dis pas je ne peux pas le faire, je me dis comment, qui, Comment je vais pouvoir dans le combien faire? de temps et de quelle manière est-ce que je vais pouvoir le faire. Et Hmm. je pense que c'est ce qui me distingue d'à peu près 99% de la population. Et quelqu'un qui a une relation saine à l'argent réfléchit comme ça. Hmm. Et c'est comme ça que tu progresses aussi sur ces questions, parce que oui, il y a une manière sur cette terre de réussir à le faire. Moi-même, j'ai bossé dans les milieux des levées de fonds. Tu avais des gens qui avaient des idées brillantes, mais ils avaient juste une idée et ils allaient lever des dizaines de millions d'euros alors que rien n'était breveté et ainsi de suite. Hmm. Sur le principe d'une idée, c'est bien la preuve qu'en fait, il est possible de trouver les fonds qui te permettent de financer ton idée et ton projet, quel que soit le projet. Toi, quand tu regardes un petit peu sur ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent, du coup, ça fait combien de temps que tu es lancé dans l'entrepreneuriat? Là, j'ai une société là, qui est lancée depuis un peu moins de 2 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments
ou toi-même, à titre personnel, tu le dis, tu as travaillé ta relation à l'argent, etc. Toi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti en insécurité financière? Est-ce Alors, on le ressent tous, hein. Il n'y a pas un entrepreneur sur cette terre qui n'a pas une problématique à régler dans son rapport à l'argent. De toute façon, il n'y a pas un être humain qui n'associe pas l'argent à des émotions. Or, avoir une relation saine à l'argent, c'est ne plus associer. L'argent est un moyen. Et pourtant, c'est un des moyens qui nous fait évoquer le plus d'émotions. Avoir une relation saine à l'argent, c'est laisser ce truc-là rentrer, sortir sans que ça agite à l'intérieur de nous une boule émotionnelle insurmontable. Et ça s'apprend. Moi-même, je viens pas d'un milieu où ce truc-là était zen. Dans ma famille, c'était vraiment une espèce de boule émotionnelle Mm. anxiogène. Donc oui, il a fallu forcément que je le travaille, que je me libère des héritages, de la culture, de la pauvreté, c'est pas possible d'un côté, du conflit de l'autre. Moi, j'avais la totale. Et oui, parce que une fois que tu es zen là-dessus, tu comprends pourquoi est-ce qu'un moyen susciterait chez toi. Mm. C'est comme en fait le nombre de carottes dans ta soupe. Quand tu la prépares le soir, normalement, tu n'es pas censé avoir une boule émotionnelle si jamais il te manque une carotte. Voilà. C'est vrai. Et Dit pour autant, comme c'est la ça, même non, c'est chose. clair. Ouais. C'est quelque chose qui rentre et qui sort dans nos vies. On associe à ça des émotions très très fortes. Donc c'est important de travailler ce rapport émotionnel. Les gens qui s'en sortent très très bien vis-à-vis de l'argent ou désémotionnaliser l'argent. Mm. L'argent, c'est un truc qui rentre, qui sort. C'est géré de manière automatique. On sait que d'une manière ou d'une autre, ça va rentrer. On a compris de manière consciente à quoi on l'affectait. Et quand tu as mis ça en place, t'es zen et T'es ça serein, roule. ouais. Mm. Mais avant d'en arriver là, il faut re-questionner tout ça. Moi, c'est ce que je fais avec la plupart des Bien personnes. sûr. Déjà, voir à quoi tu l'associes. Tu l'associes toujours à quelque chose que tu as vécu dans ta vie, qui a été traumatique. Donc, une fois que tu as mis ça en lumière, eh ben, tu peux t'en libérer. Bah, déjà, la Euh, prise de conscience, il fait beaucoup, oui. C'est ouais. clair. Mm. C'est aussi voir ce que ça génère, parce que ça génère même de la biochimie intérieure de notre corps, de la dopamine, de la sérotonine, la peur de perdre, elle se surjoue à l'intérieur de notre mental. Tout comme des fois la dopamine d'en gagner. Mm. Donc il faut réussir à gérer cette biochimie à l'intérieur de notre corps en la comprenant. Et puis, je le disais, bah, c'est aussi par la culture du sujet, parce qu'il n'y a rien d'intuitif dans la manière de gérer l'argent. Il y a très peu de personnes, on ne nous apprend pas à l'école et dans nos familles. On nous apprend à mettre de l'argent de côté, généralement, à avoir un petit fonds de précaution. On continue à nous expliquer que la panacée serait d'investir dans notre résidence principale. Or, ça, c'était la panacée des 30 Glorieuses. Pour la plupart, on ne nous a pas appris dans notre famille le principe des intérêts composés, le principe de l'effet levier. Voilà, les revenus passifs, qui en a entendu parler. Et c'est ça qui fait qu'on s'en sort bien financièrement un jour. Bien, bien sûr. Est-ce que, à part cette relation à l'argent, etc., est-ce que toi, tu avais d'autres freins, des peurs, peut-être, quand tu t'es lancé? Alors moi, je me suis lancée familialement en étant seule et du coup, bah, ça appuie encore certainement plus sur les insécurités parce que la plupart des femmes, si tu sais que ton compagnon ramène de quoi couvrir le loyer et faire bouillir la marmite, Mm, mm, mm. c'est déjà un peu sécurisant. Donc moi-même, ça, ce truc-là a bien appuyé sur à la fois ces insécurités de démarrage, mais pour autant, j'en ai fait un moteur de motivation de me dire, bah Mm. oui, c'était aussi peut-être le meilleur des enseignements à transmettre à ma fille, c'est que attends pas de quelqu'un qui vienne de me couvrir ta propre sécurité. Finalement, je l'ai créé. Et Mm. c'est même un puissant, chez moi, levier de motivation qui fait que je suis dans l'action un petit Ça peu te pour permet t'aider c'est ça qui aussi. te permet d'avancer, ouais. Parce que des fois, tu pourrais aussi botter en touche et te dire, ah mon Dieu, j'ai pas envie, je fais autre chose. Bah non, en fait, moi j'ai une motivation T'as pas de suffisante. choix. Mm. Bah, j'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça. Moi, je brûle mes navires, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a qu'une adaptation continue et le fait de trouver des solutions en chemin. Mm. Ouais, je comprends, je comprends totalement. Euh, Au quotidien, je rencontre beaucoup de mamans qui, voilà, qui ont envie de se réinventer, mais qui n'osent pas. C'est pas le bon moment. Je ne sais pas par où commencer. Enfin, voilà, tout ça. Tu leur dirais quoi? Ça serait quoi vraiment ton message principal que tu aimerais leur adresser? Eh ben, de se poser la question de ce qu'elles aimeraient pour leurs enfants. C'est-à-dire que Mm. on transmet à nos enfants par qui on est, par ce qu'on fait,
et pas par les conseils qu'on donne et qu'on n'applique pas. Si vous êtes une maman rayonnante, inspirante, qui apprend, qui J'arrête pas de le entreprend, dire. qui ose, qui est Ça s'en drôle, ressent. qui sort des cadres, mais vous allez voir le domaine des possibles que vous transmettez à vos enfants. Mm. Or, la génération de nos enfants, c'est la génération des robots humanoïdes, de l'IA, de la fin du CDI, de l'emploi à vie et de la retraite. Vous croyez véritablement qu'en leur disant tu restes dans une case et tout va bien se passer, c'est comme ça que vous allez leur transmettre les bons messages? Et non, il faut leur apprendre à apprendre tout au long de leur vie, à construire leur propre système, parce que c'est comme ça qu'eux-mêmes auront une vie alignée et qui seront bien dans leur pompe. Si vous-même vous êtes bien dans vos pompes, vous allez leur transmettre ça, et sinon vous allez leur transmettre des auto-limitations. Ouais, c'est clair, mais quand on le dit, hein, il y a ce fameux dicton quand maman va, tout va, c'est vraiment vrai, quoi. Ça s'en ressent sur tout le monde. Et Bon, justement, c'est aussi coupé avec cette culture des insécurités. Je disais, nous, souvent, on ne s'est pas autorisé à sortir des cadres, voilà, bah non, c'était à très créer, à normé. entreprendre, ainsi de suite, parce que nos mamans ne le faisaient pas. Mm, Mais si vous continuez comme ça, eux-mêmes ne s'autoriseront pas à le faire. mm. Alors que si vous, vous êtes un mouton noir quelque part et vous brisez avec ces fidélités familiales invisibles qui empêchent d'oser, dites-vous bien que vos gamins vont enfin oser. Bien sûr. Ça, je suis entièrement d'accord. Bon, pour finir, j'aimerais bien qu'on évoque un peu la maternité, ta maternité à toi. Quel âge elle a ta fille? Du coup, on l'avait pas dit au tout début. Et ben, cette année, elle sera majeure, donc elle va Waouh. prendre son envol. Bon, alors tu as beaucoup de recul sur le sujet. Euh, tu dis, quel est le plus grand défi que la maternité t'a lancé? Tu dirais que c'est quoi avec ce recul-là? Bah, justement, mieux équilibrer mon temps de travail et mon énergie, parce qu'après, quand on devient maman, bah, ça rajoute aussi un job en plus du job. Tu t'es un peu Euh, brûlé les ailes quand tu étais salarié? bah, j'ai continué à fonctionner un petit peu le même fonctionnement qu'avant, quand je suis devenue maman et ainsi de suite. Hmm. Il y a un moment, je me suis retrouvée RIP, comme beaucoup, hein, ça je le vois chez la plupart des femmes entrepreneurs en reconversion. Et puis, c'est aussi ce truc-là, de se dire une espèce de volonté de transmettre et d'incarner, Hmm. de se dire qu'en fait, on a aussi ce devoir en tant que parent de pas tenir des grands discours, mais d'ouvrir la voie Et pour de nos faire, enfants. on en revient même. Ouais, ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu arrives à trouver ton équilibre entre maman entrepreneur, maman, comment tu fais? Ça s'organise bien au quotidien? Oui, puis du coup, je le fais évoluer parce que quand les enfants grandissent, il y a plus de choses qui sont possibles. Donc, au plus ils deviennent autonomes, au plus toi, tu peux développer un certain nombre de projets. Et c'est en ça que c'est chouette aussi l'entrepreneuriat, c'est que ça te permet de moduler ton activité en fonction de D'ajuster, ta famille aussi, exact. hein. Il faut s'autoriser ce truc-là. C'est aussi la richesse de ça. Et puis, moi, j'ai aussi pris conscience de la richesse du temps qui passe. Nos enfants, le temps qu'on a à vivre avec eux sous le même toit, en fait, il est borné dans le temps et c'est important de pouvoir le faire comme il faut pour les aider à prendre leur envol. Et ce temps, il est précieux, il a même une richesse Mm, tout à fait. absolument dingue. On s'en rend compte avec le recul. Je suis contente de l'avoir pris parce que je vois que, en termes de confiance en soi, de domaine des possibles, ça a ouvert beaucoup de choses. Et ça, je le regretterai jamais. C'est un investissement sur moi, Ça mon bonheur change. et ma propre vie et cette relation qui a tout changé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a vraiment changé ton rapport avec ta fille, etc. Eh De te ben oui, oui, lancer. oui, bien Ouais. sûr, de pouvoir être plus présente, surtout qu'en plus il y a eu les années Covid, dernièrement, tout Mm. ça. Voilà, le fait de Je pouvoir suis moduler largement aussi. présente. Ouais. Et puis, c'est une manière d'être, c'est plus de qualité aussi dans l'attention. Nos enfants, ils ont surtout besoin de temps de qualité avec nous. Et j'ai réfléchi aussi en ces termes-là. Mm, bien sûr. Pour finir, il y a une petite tradition sur le podcast. J'aime demander à mes invités de revenir sur quelques anecdotes de leur vie de maman, histoire de rappeler que la perfection n'existe pas. Et donc, je crois qu'on l'a dit tout au long de l'épisode, la perfection n'existe nulle part, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans notre maternité. Est-ce que tu veux bien répondre à ces trois questions? Bien sûr. Quel est ton pire souvenir de maman? C'est des fois où je me suis énervée sans raison parce que j'étais épuisée, justement. Ouais. Donc, ça, c'est le genre de truc où je m'en suis voulu et j'aimerais ne jamais revivre ça. Mais bon, ça Hmm. nous arrive tous. Je pense un jour et ça m'a culpabilisé derrière. Ouais, bah, clairement, ça nous arrive tous, oui. Quel est l'un de tes meilleurs souvenirs? C'est des moments drôles, des moments loufoques, des stages de clown, des trucs où on était déguisés, des Des choses moments de simples en vie. fait, hein. C'est des Ouais, c'est petits ça. moments de grande marade maman-enfant. Et j'en ai eu beaucoup. Et quelle est la plus belle leçon que tu retiens de la maternité?
C'est ça, c'est que on transmet par qui on est, et ça nous oblige à devenir souvent quelqu'un de meilleur. Le fait d'être parent Mmh. et de re-questionner, voilà, des vieilles angoisses, des vieux schémas qu'on aurait pu garder si on n'avait pas été parent. Mais quelque part, nos enfants sont un miroir de ce qu'on pense, de ce qu'on Oui. ressent, et ça, voilà, ça nous aide à progresser aussi. Je le dis, moi, je vois à quel point ma manière de me transformer a modifié également ma fille et son domaine des possibles. Et ça, véritablement, j'en suis heureuse et je pense que c'est le plus beau investissement Ouais, que j'ai clairement. pu faire dans ma vie. Mmh. Et pour finir, est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais adresser aux mamans qui nous écoutent, qui traversent peut-être une période difficile, qui savent plus trop où elles en sont, dans leur boulot, enfin voilà, qui sont un peu dans le flou, mais qui osent pas encore se réinventer? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et ben, déjà de s'entourer de femmes qui l'ont fait, parce que je le vois moi avec celle avec qui je travaille. Des fois, c'est parce qu'autour de soi, on n'en a aucune qui l'a fait. Donc, Mais il y a rien de mieux, c'est pour ça c'est que je ça qui nous autolimite. Après, moi, j'ai pris du temps pour moi. Ça aussi, c'est une richesse à un moment de faire un pas de côté. Parce que quand on est prise, et pour beaucoup, on gère le quotidien, en fait, entre gérer le quotidien et réussir à se projeter dans quelque chose de différent, c'est très complexe de le il faut faire tout créer de seul. l'espace. Donc, Mmh. il faut créer de l'espace, prendre du recul, même dans mon business, hein. Moi, je suis une des rares personnes qui prend autant de recul. Tous les 3 mois, je vais me balader avec un sac sur le dos, toute seule dans la nature. Je fais le vide et c'est là où j'ai les meilleures idées. Bah, c'est là où tu Euh, retrouves ta clarté en fait, hein. et puis, s'autoriser à rêver. Alors, ça, ce qui est chouette, c'est que quand on a des gamins, eux, ils sortent des cases, nos enfants, c'est eux qui aiment rire, chanter, danser. Et en fait, la solution est souvent là-dedans. Moi, à la quarantaine, ce qui m'a permis de retrouver un moteur de motivation, c'était de faire ma liste des 100 rêves. J'écris 100 trucs dingues que je repoussais depuis toujours. C'était pas le bon moment, c'était pas assez sérieux. Bref, enfin, tous ces trucs-là qu'on se raconte, hein, qui sont que des croyances limitantes pour se sécuriser. Et notre mental est très fort pour nous faire Pour nous faire ça. rester, ouais, ouais. Et je me suis dit que maintenant, ça, je le réalisais. Je pensais que j'y arriverais jamais. Il m'a fallu moins de 5 ans pour le faire. Et j'ai mis Sur les aussi 100. oui, sur les 100. Waouh! Par contre, du coup, maintenant, je ne fonctionne plus comme ça parce qu'après, quand on a, quand on a réalisé 100, ça devient compliqué, tu vois. Avec 45, je me suis dit, alors, il faut que je retrouve 100. Bon, non, là, j'arrive plus. Mais du coup, maintenant, en fait, j'ai des idées et je les crée, je les manifeste directement parce que Mmh. tu as au début une inertie dans ta manière de fonctionner quand tu as une vie très ou trop cadrée. Mmh. Parce que pour créer de la nouveauté, il faut aussi laisser entrer le vide dans ta vie, Ouais, créer ouais, de ouais. l'espace. Et J'aime c'est pas bien, évident. et oui, Surtout j'aime bien rappeler ce truc-là qui est pour avoir ce que tu veux, il faut commencer par laisser sortir ce que tu ne veux plus. mmh. Et là, tu as la peur de manquer. Tu te dis, oh mon Dieu, ce serait pas très très bien vu de renoncer, de dire non à un certain nombre de choses. Et ça commence par ça, Et ça si, commence ouais, par faire le vide. exactement. Et c'est comme ça que tu resteras aligné avec ce que tu veux vraiment. Et du coup, c'est là que les bonnes opportunités arriveront. Donc, faites votre liste des 100 rêves et mettez vos enfants à contribution pour vous aider à la réaliser. Eux, ils trouvent ça génial. Eux, ils feront la même chose aussi, tous les trucs absolument dingues qu'ils ont envie de réaliser. Nous, on fait ça chaque année. Notre rituel du Nouvel An avec ma fille, c'est de se dire c'est quoi les trucs les plus dingues qui nous mettraient en joie et qu'on aimerait réaliser. Et du coup, on a des choses qu'on réalise individuellement et collectivement ensemble. Et c'est même un truc à faire en couple et en famille, ce truc-là. Ouais, c'est des Et jolis d'aider moments. l'autre aussi à réaliser ce qu'il veut réaliser. Et à la fin de l'année, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on repêche, qu'est-ce qu'on transforme. Et ça donne une vraie saveur à la vie. Et des fois, en fait, on s'autorise plus à avancer parce qu'on a oublié ce truc-là. Mmh. Entièrement d'accord. Merci infiniment, Ophélie. C'était un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci à toi et à bientôt.